Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission en direct de chez vous qui va nous faire remonter le temps du XIVe siècle à nos jours à travers la visite privée des archives de la ville d'Angoulême sous la houlette de son directeur Florent Gaillard-Gentillot. Ici, collecter, conserver, classer, communiquer et valoriser sont 5 mots-clés pour comprendre ce lieu et sa vocation. Florent, bonjour à vous et merci de nous recevoir. Bonjour Jean-Michel, bienvenue aux archives municipales d'Angoulême. Ici, donc, nous sommes rue Jules Ferry, au pied des remparts de la ville, dans ce lieu qui conserve au fond toute la mémoire de notre bonne ville, mémoire administrative, mémoire historique bien sûr, depuis, comme vous l'avez dit, 8 siècles. Alors moi, je me dis ici, c'est peut-être un bunker, j'aurais cru aller aux archives dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Alors les archives se sont beaucoup promenées au fil de l'histoire. C'est peut-être le plus ancien service de la ville d'ailleurs, puisque dès que la commune a été fondée, au XIIIe siècle, les maires d'Angoulême, les échevins, les conseillers, les équipes municipales ont eu besoin de conserver les documents produits par la ville et envoyés par les rois de France. Pourquoi les conserver? Tout simplement pour faire preuve des droits, des libertés, des franchises qui avaient été accordées. Donc les premières archives de la ville d'Angoulême étaient en fait une armoire avec plusieurs clés que pouvait ouvrir le maire, l'archiviste de la ville, les échevins, où étaient conservées les premières archives, c'est-à-dire les lettres patentes, les exemptions signées de la main des rois, mais aussi les délibérations municipales, c'est-à-dire la loi des élus, ce qu'avaient décidé les élus depuis le XIIIe siècle, puisque je le rappelle, la commune d'Angoulême a été fondée une première fois par le roi d'Angleterre, Jean Santerre, en 1204, et refondée en 1373 par le roi de France, Charles V. Donc un roi anglais pour la fonder, un roi français pour la restaurer. Donc depuis, vous voyez, tant de siècles, 8 siècles, hein, c'est énorme, mais surtout depuis 7 siècles, nous avons la chance de conserver, c'est vrai, ici des archives d'un grand intérêt. Donc elles se sont promenées d'abord dans une armoire, dans des petites maisons de la vieille ville d'Angoulême où étaient installés les premiers échevinages, les premières mairies. Et puis, vous savez, au XIXe siècle, on a transformé Angoulême, le château comtal, en mairie. C'était en 1858-68. Donc, on peut dire qu'au tout début de la Troisième République, eh bien, les archives municipales se sont enfin installées dans le château central, à l'hôtel de ville, après s'être beaucoup promenées dans la vieille ville au fur et à mesure des différentes mairies. Elles sont restées aux archives, dans ces bâtiments de la mairie, elles sont restées jusqu'en 1900. Je crois, 93. Donc, vous voyez, elles sont restées longtemps à l'hôtel de ville, d'abord au 2e étage, ensuite au rez-de-chaussée. Et puis, les archives se multipliant, en raison de la production, bien sûr, des différents services, il n'y avait plus de place à l'hôtel de ville. Donc, on a décidé, c'était Georges Chavannes, qui est maire à ce moment-là, a décidé de transférer les archives de la ville dans un autre bâtiment municipal, qui était rue Jules Ferry, où on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bâtiment multiple, vous allez voir, parce qu'avec des parties plus récentes, plus anciennes, qui appartenaient autrefois à une usine fondée par un grand industriel qui s'appelait Lazare Weller, dont je vous ai souvent parlé, et qui a été transformé ensuite en usine de cartes postales avant d'être associé au service technique de la ville et d'accueillir la consultation du nourrisson et autres services municipaux avant donc, vous voyez, que les archives n'arrivent il y a bientôt 30 ans dans ce bâtiment. Donc voilà les multiples métamorphoses de ce service des archives depuis 8 siècles. Bien, alors maintenant qu'on a tout l'historique de là où nous sommes et tout le parcours de ces archives, et puis savoir que c'était surtout pour se dire attention, on a réussi à avoir tel dégrèvement, telle franchise, pour pas qu'on nous les reprenne. Et maintenant, c'est un autre service où on peut venir, d'ailleurs, que l'on peut venir visiter ici. Vous recevez des gens, vous recevez des lecteurs, on en parlera tout à l'heure. Mais si vous voulez bien, commençons peut-être l'ascension et puis nous dire dans ce hall d'entrée, nous sommes entourés de cadres avec des choses. Jean enlève Isabelle le jour de son mariage, première commune pour Angoulême, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe et comment allons-nous déambuler dans ces archives de la ville d'Angoulême? Vous savez, depuis quelques années, il y a l'idée de faire des archives, des lieux de communication, des lieux de rencontre, des lieux de partage, puisque nous sommes quelque part au cœur un peu de la démarche citoyenne. Apprendre à être citoyen, apprendre qu'on appartient
à une cité, à une commune, mais ça commence aux archives municipales et les différentes mairies, notre maire et les élus tiennent particulièrement justement au fait que ces archives ne soient pas seulement là pour conserver, bien sûr, c'est notre premier rôle, mais aussi pour communiquer et pour ici recevoir des publics différents, à la fois adultes et même jeunes. Donc nous avons pris soin, depuis quelques années, à apporter à ce hall d'entrée un caractère historique et on va dire aussi un peu ludique. C'est pour cette raison que vous trouvez sur les murs une vingtaine de panneaux qui se présentent sous la forme d'une une de journal. Alors ce n'est pas la Charente Libre ou Sud-Ouest, c'est Angoulême aujourd'hui. Et l'événement de la veille est annoncé comme évidemment une vérité historique, mais ce qui est le cas. Première commune pour Angoulême, vous savez, le roi Jean sans Terre fonde la première commune d'Angoulême le 18 mai 1204, donc le lendemain, le 19 mai. Angoulême aujourd'hui, titre première commune pour Angoulême, dans une charte signée hier à Winchester, le roi Jean d'Angleterre accorde à ses citoyens d'Angoulême une libre commune. Voilà, donc tous ces panneaux qui commencent au Moyen-Âge avec la commune racontent les grands événements qui ont marqué la ville. Vous allez en voir plusieurs, et là on est entouré bien sûr par un certain nombre de ces faits historiques qui ont constitué bien sûr l'âme un peu de notre cité. Juste au-dessous, vous avez une immense vitrine qui est très belle, qui date du 19e siècle, où est présentée la presse. La presse, on a la chance de conserver ici la presse locale, encore une autre mémoire, bien sûr, de la Charente et d'Angoulême. Et on a choisi de présenter la presse d'il y a 50 ans et de la presse d'il y a 40 ans. Donc vous avez ici la une de 1971, du jeudi 9 décembre 1971. On y parle bien sûr du Concorde, par exemple, des États-Unis. On y parle également d'une soucoupe volante vue près d'Angoulême. Voilà, ceux qui veulent voir viennent aux archives découvrir cette une. Et là, nous sommes donc en 1971. Et puis, si on regarde dans juste la vitrine juste à côté, eh bien, on y voit voilà, un certain nombre d'autres titres. Le Nil, la dépose de la première pierre du Nil. On est en 1981. On voit que c'est un grand chantier en cours. C'est aujourd'hui le musée du papier et l'École européenne supérieure de l'image. Et on y voit aussi que François Mitterrand était en Israël, etc., etc. C'est la mémoire à la fois de notre pays, mais aussi de notre cité. Oui, avec à Brie-sous-Chalais, l'école de grand-papa ressuscité. Alors ça, c'est, on dirait un marronnier, c'est-à-dire que ça revient souvent, les salles de classe d'autrefois qu'on ressuscite. Et c'est intéressant de voir toute cette littérature au jour le jour. Ça veut dire que tous les jours, vous ouvrez la vitrine et vous changez de page. Voilà, c'est le rôle de Marie tous les jours. Et nous avons des visiteurs qui viennent ici chaque jour lire la une de la Charente Libre d'il y a 50 ou 40 ans. Eh bien, vous êtes quand même des archivistes à la page. Merci beaucoup. Alors, où allons-nous maintenant ? Devant cet oiseau, si vous voulez, oui. Qui va nous transformer et nous transporter, si on peut dire, un petit peu dans le rêve, dans l'aventure, dans l'espace, dans le temps, dans l'histoire. Cet oiseau qui est une œuvre d'art d'exception, puisqu'il a été réalisé par les époux Lalanne, vous savez, qui avaient décoré une partie des places de la ville il y a une quarantaine d'années. Des grands sculpteurs dont les œuvres aujourd'hui sont connues dans le monde entier. Cet oiseau était à l'origine place Marengo, vous voyez, au cœur de la rue Hergé, et nous l'avons récupéré ici. Donc il invite quelque part au rêve, au voyage à travers l'histoire. Alors aux archives, il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi des sculptures. Il y a aussi des sculptures qui nous portent aussi vers l'histoire et vers une démarche historique. Alors, juste ici, quand même, vous présentez ce plan directeur de la ville d'Angoulême, qui est le plus ancien plan détaillé du plateau d'Angoulême. Il a été restauré par Madame Constantin quand elle était archiviste, puisqu'il a été retrouvé dans le grenier de l'hôtel de ville, entièrement en différents morceaux et très endommagé. Et vous le voyez ici, présenté dans ce grand cadre. Il est très intéressant, puisque chaque rue est mentionnée du plateau, et surtout chaque maison avec un numéro, chaque numéro se rapportant à un impôt. Donc on peut, grâce à ce plan, et le docteur Forgeot, bien connu des historiens d'Angoulême, avait pu faire le travail pour représenter, rechercher chaque maison et chaque propriétaire. On est en 1791, c'est-à-dire au début de la Révolution française. C'est vraiment un objet et une œuvre de grande exception.
Bien, très bien. Et puis toujours ces panneaux qui nous entourent. Et je vois un train spécial, enfin un train impérial, puisque Napoléon III est à Angoulême. De l'autre côté, je vois que le 19 août 1815, une royale visite, hein, la duchesse d'Angoulême, s'est arrêtée hier, le 18 août, à Angoulême. En souvenir de cette royale journée, la municipalité légitimiste a décidé de baptiser Chemin de Madame le chemin de la folie, ou chemin neuf, par lequel elle est arrivée en calèche, et fera ériger au centre de sa courbe une colonne commémorative. C'est donc cette grande colonne où souvent les gens ne savent pas à quoi sert cette colonne et pourquoi elle a été érigée. Voilà, c'est un hommage à Madame Royale, vous savez, cette femme très célèbre au XIXe siècle, puisque c'est la seule membre de la famille royale qui a réussi à sortir de la Révolution vivante, parce que toute sa famille avait disparu. Et elle était une sorte d'icône très appréciée, très aimée. Et surtout, elle a été une sorte de première dame pendant 15 ans sous la Restauration. Et elle portait le nom d'Angoulême. Donc, lorsqu'elle a été bien sûr reçue ici, le monsieur de Lambert, le maire, a tenu à lui réserver un accueil d'exception et surtout à marquer sa visite par cette colonne, qui est un des rares monuments de la Restauration qui subsiste aujourd'hui en France. Il y en a assez peu. Et donc, nous avons la colonne de Madame. Bien, et puis à côté, on a la voie de l'Angoumois aux États généraux. Alors c'est encore une autre époque, c'était au mois d'avril 1789. Oui, bien sûr, et on reconnaît nos 8 députés, à la fois donc du clergé. Enfin, moi, je ne les ai jamais connus, vous les reconnaissez, mais moi, je les connais pas. Je vis avec eux quotidiennement, donc j'ai l'habitude de les croiser sur les chemins de l'histoire. Bon, je vois des noms de familles connues, Marché, de La Rochefoucauld, etc., etc. Et Jean Calvin qui me tourne le dos aussi, le théologien réfugié clandestinement en Angoulême, ça c'était en 1534, au mois de novembre. Tout à fait, il avait trouvé refuge dans une rue qu'on appelait la rue des Écorcheurs, c'est-à-dire la rue des Bouchers. Et depuis, vous avez compris, c'est la rue de Genève, Calvin oblige, chez un de ses amis qui était au collège avec lui à Paris, et où il avait pu quelque part se rapprocher et se cacher un peu durant ce séjour charentais où il a pu continuer à écrire son institution chrétienne. Quand on est poursuivi soit par la pandémie, soit par la maréchaussée, on peut retrouver refuge à Angoulême. Voilà, c'est toujours un lieu agréable où de nombreuses personnes à travers l'histoire sont venues ici se ressourcer. Alors, où sommes-nous là, Florent? Alors là, nous arrivons dans la salle de lecture. Donc, si vous venez travailler aux archives, je rappelle que c'est un service public et qui a la chance de posséder une grande salle de lecture ouverte au public tous les jours du lundi au vendredi, aux horaires classiques. Cette salle de lecture accueille à peu près une quinzaine de personnes et vous pourrez donc, en demandant à Marie ou à Béatrice, qui sont ici les agents d'accueil, vous pourrez tout simplement consulter à la fois des ouvrages de notre bibliothèque très intéressante qui comporte tout ce qui a été publié sur Angoulême depuis 2 siècles, ou demander à avoir accès à toutes sortes de catalogues. Ici, vous pouvez montrer des répertoires qui rassemblent ce que nous conservons dans nos magasins, c'est-à-dire dans nos réserves. Avoir accès, par exemple, aux registres paroissiaux, aux registres de délibération municipale, aux listes d'électeurs, au démembrement de population, etc., etc. Si je cherche quelque chose sur ma famille, si je suis d'Angoulême, je peux le trouver chez vous? Bien sûr, tout à fait. Oui. Nous avons la mémoire de la ville, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis le XIVe siècle, et surtout, depuis les 18 et 19e siècles, on est extrêmement riche. Alors, différence entre les archives départementales et ici, on peut s'en douter, c'est les lieux sans doute, mais est-ce qu'il y a des passerelles? Comment ça fonctionne? Si vous voulez, en fait, seules deux villes charentaises ont un service d'archives, c'est Angoulême et Cognac. Pour toutes les autres communes, les archives sont versées aux archives départementales, donc ils conservent les archives dans plus de 400 autres communes à l'origine charentaise. Mais bien sûr, les passerelles sont nombreuses, puisque les archives départementales assurent pour l'État un contrôle sur les archives municipales. Donc, lorsque nous éliminons des archives, c'est toujours, bien sûr, avec un bordereau qui est signé par la directrice des services d'archives du département. Parce que si nous conservons, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais nous éliminons aussi, on ne peut pas tout conserver. La loi nous permet d'éliminer un certain nombre d'archives, de factures, par exemple, qui une fois... On pourra en parler, effectivement. Oui, moi, c'était plus dans le cadre où je recherche quelque chose. Peut-être serais-je obligé d'aller aux archives départementales d'un côté et ensuite venir vous voir ici. Si votre famille n'est pas d'Angoulême, là, il faudra que vous alliez aux archives départementales. Directement aux archives départementales. Alors, vous nous avez montré en préparant l'émission tout à l'heure
une grande maquette 3D faite dans les années 1800 et qui est assez remarquable pour les gens qui viendront ici pour consulter ou pour visiter, parce que c'est un travail de minutie remarquable et c'est aussi un bond dans le temps. Et vous allez nous expliquer devant quelle maquette nous nous trouvons et un peu sa dimension pour ceux qui n'ont pas l'image. Écoutez, vous êtes devant un chef-d'œuvre et j'invite bien sûr tous ceux qui nous écoutent à venir à l'admirer aux archives municipales, puisque c'est une œuvre unique, le seul plan relief que nous conservions ici à Angoulême de la ville. Vous savez que les plans reliefs, il y a un musée du même nom à Paris, qui avait été organisé notamment à l'origine par Louis XIV pour observer toutes les places fortes de son royaume. Et ces plans reliefs constituent évidemment un chef-d'œuvre et un trésor national. Nous avons ici un autre trésor qui présente donc la ville d'Angoulême, réalisé ici donc sous cette forme de plan relief par un Angoumoisin du 19e siècle qui, en 1883, pendant 2 ans, s'est donné comme objectif de réaliser cette maquette. C'était un comptable, pas de tout, donc il y a un expert de modélisme, mais il a présenté son œuvre à l'exposition des Beaux-Arts d'Angoulême, qui a eu un succès immense. Il a eu une médaille d'argent. Et il a donné cette œuvre à la ville d'Angoulême. Et on y voit, au fond, le temps s'est arrêté sur ce plan relief d'il y a 140 ans, en gros. Et vous apercevez bien sûr le fleuve Charente et ses îles, et puis toutes ces industries, notamment celle du papier, qui était déjà assez développée. On y voit la présence, bien sûr, de la végétation, de la verdure, des arbres. Et qu'Angoulême est une ville verte. Et on y voit, bien sûr, que le plateau, cette sorte d'acropole de rochers en pain de sucre, comme disait Balzac, est à la fois environné par de la verdure, des jardins, mais aussi par de l'eau, d'un côté le fleuve Charente, de l'autre par l'Anguienne. Et donc, on y voit aussi cette forme assez serrée, et ces remparts de la ville, vous voyez, cette vieille ville médiévale, qui s'ouvre progressivement à partir du Champ de Mars vers le quartier Victor Hugo, vers le quartier militaire qu'on aperçoit ici à l'est. Et on ne peut qu'être émerveillé également devant le quartier de la Gare. Vous savez que le train est arrivé en 1852 à Angoulême, et on y voit ici 2 gares d'Angoulême, et notamment celle qui subsiste aujourd'hui, avec des bâtiments supplémentaires, ceux de l'hôpital général, qui ont été démolis plus tard. Voilà, donc c'est une maquette d'exception qui est extrêmement réaliste et qui présente notre belle ville d'Angoulême. Donc voilà, tous ceux qui ont envie de venir se promener comme ça, vue du ciel, sur ce plan relief, sont évidemment les bienvenus. Oui, ils joueront le rôle de drone en 1880. Et j'ai été frappé, quand j'ai vu la maquette pour la première fois, de toutes les cheminées d'usines qu'il y a sur cette maquette. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'Angoulême est une ville industrielle très importante. Je vous le rappelais l'autre jour au Musée du Papier. On disait qu'elle était la ville la plus industrialisée à l'époque, au XIXe siècle et au début du XXe, entre Loire et Garonne. Et rappelons aussi que le monde du papier a employé près de 10 000 personnes, à travers à la fois les usines qui fabriquaient des fonderies, des usines qui fabriquaient des toiles métalliques, des feutres ou du papier, donc plus toutes les industries connexes qui se sont développées ensuite. Donc c'était une ville très très ouvriyeuse, industrielle et ouvriyeuse, comme le disait Balzac. Bien, alors, après cette évocation autour de ce très beau plan, dans cette salle de lecture, où on est dans la quiétude et une certaine lumière pour travailler. On s'y sent bien, en tout cas. On a entouré de grands fauteuils, sans doute de maires de la ville d'Angoulême, voilà, celui-là au XIXe siècle. Où est-ce que nous allons aller maintenant et de quoi aimeriez-vous nous entretenir, cher Florent Gaillard? Eh bien, je voudrais vous présenter un petit peu déjà notre salle dans un détail un petit peu plus précis, en vous présentant les produits que nous vendons aussi, puisque nous avons la chance d'avoir réalisé des cartes postales qui représentent des œuvres majeures un peu de nos collections. Donc maintenant, on peut acheter pour une somme modique, vous voyez, à la fois des menus présidentiels, lorsque le chef d'État, Félix Faure, est venu à Angoulême. On peut aussi bien avoir un petit souvenir de la Mésée du corps de ville, c'est-à-dire le conseil municipal du XVIe siècle, ou admirer une très belle signature de François Ier sur les documents que nous conservons, et d'autres plans, d'autres livres et d'autres cartes postales. Voilà, donc si vous voulez garder un souvenir de tout ce que vous avez ici vu ou consulté,
pouvez partir avec une carte postale. Alors, je trouve que c'est moins prétentieux que les boutiques de musées du Louvre ou d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais il y a quelque chose. On va dire c'est embryonnaire parce que nous arrivons d'une période, si vous voulez, où il n'y avait aucune boutique autrefois dans les archives. Il n'y avait même pas de salle de lecture. Hein. Donc, petit à petit, on s'adapte, on s'améliore, puis on répond aussi aux demandes de la population qui aime particulièrement garder des témoignages un peu de son passage parmi nous. Voilà, moi je vous propose maintenant de monter à l'étage, c'est ce que font beaucoup de personnes qui participent ici à notre vie du service, puisque les archives se sont largement ouvertes, que je vous l'ai dit tout à l'heure, à la médiation et notamment à la réception du public, mais aussi depuis quelque temps, c'est toujours une volonté des élus, à la réception des scolaires, des différents publics, adultes aussi, qui viennent ici écouter des conférences. Les conférences des archives, ça fait une dizaine d'années que nous avons commencé à en faire. Elles sont assez nombreuses ici et elles ont lieu dans cette salle que nous appelons la salle Castaigne, dans laquelle nous allons rentrer maintenant et qui vient juste d'être réaménagée, d'où cette couleur blanche immaculée que vous voyez sur les murs, avec des chaises de couleur. Donc ici, une salle de conférence, mais attention, avec double finalité, puisque c'est aussi une salle d'exposition. Donc, d'accord, on voit les cimaises qui sont accrochées. Cette salle porte le nom d'un de vos prédécesseurs. Oui, Eusèbe Castaigne, qui est une personnalité exceptionnelle, qui a étudié les archives, qui les a largement publiées à travers d'innombrables travaux, livres, maquettes, manuscrits, et qui nous a laissé. Donc c'est une belle personnalité, Castaigne, qui correspondait avec Victor Hugo et bien d'autres, Alfred de Vigny. Voilà. Alors on imagine toujours un archiviste dans ses grimoires avec de la poussière et des toiles d'araignée qui volent autour. Alors c'est pas ce que je vous souhaite et vous ne ressemblez pas du tout à ça. Tous ceux qui vous connaissent savent bien que vous êtes beaucoup plus à la mode que ça. Et je dirais pareil de mes collègues, parce que nous sommes 6 à travailler là, et j'ai même des collègues extrêmement jeunes, modernes et dynamiques. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes bien sûr sur nos missions premières qui sont de la conservation, mais aussi sur la communication. Et cette salle, elle est dédiée justement à la communication. Donc, vous voyez, il y a un pupitre ici. Donc, généralement, c'est là que je me tiens, ou Sylvie Blaise-Bossuet, qui est notre médiatrice, avec quelques images, puisqu'aujourd'hui, Angoulême est la ville de l'image, on n'imaginerait pas une conférence sans images. Nous présentons régulièrement ici au moins 2 ou 3 rendez-vous par mois. Je vous en cite au moins 2. L'archive mystère. Une fois par mois, le public vient ici assister à une conférence sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est l'archive mystère. Ils ne savent pas ce qu'ils viennent voir. Et sur ce lutrin est posé un manuscrit, un livre, une gravure, un document exceptionnel. Et pendant 3 quarts d'heure, j'explique ce document. Donc c'est l'archive mystère. Une fois par mois, deuxième rendez-vous que je voulais évoquer, j'évoque l'histoire des rues d'Angoulême. Et donc, le public vient tout savoir sur la rue Jules Ferry, sur la rue de Bordeaux, sur une rue de tel ou tel quartier de la ville, toujours en images, avec des plans. Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les habitants. On a commencé depuis 3 ans et c'était un vrai succès. Parfois, je suis obligé de faire plusieurs fois la même conférence, tellement on a de personnes qui sont intéressées par le sujet. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a quand même pas un nombre de sièges incroyable. Non, parce que vous soyez obligés. Parce que nous sommes limités pour la sécurité. Donc, voilà, il faut... La jauge, c'est quoi La jauge, c'est 19 personnes. 19 personnes. C'est très clair. Voilà, donc voilà, quand nous avons plus de personnes, Marie, qui prend les réservations, vous inscrit sur une liste d'attente et généralement, une deuxième conférence est prévue. Alors, on peut lire votre programme quelque part. On va sur Internet, pas forcément du papier, mais si je suis devant mon ordinateur. Voilà, le petit très joli catalogue. Qui est très joli, voilà, qui prend les programmes quadrimestriels, donc où sont rassemblés tous les programmes de ce qu'on appelle le MAM, c'est-à-dire les musées d'Angoulême, les archives et l'artothèque, donc en gros musée de papier, musée d'Angoulême, artothèque et archives municipales. Et donc, vous avez un programme papier ici, mais vous le trouvez aussi, bien sûr, sur Internet, sur le site MAM ou sur le site de la ville d'Angoulême. Je crois qu'on est assez bien aujourd'hui documenté de ce côté-là. Et donc, ce papier permet de mieux communiquer sur la richesse un peu de ce programme. Donc, voilà la salle Castaigne. Juste à côté, c'est comme si vous veniez voilà, pour un rendez-vous. Hein. Vous avez mon petit bureau. Alors, on est très impressionnés, on se croirait chez le notaire, avec de jolis fauteuils en velours rouge. Voilà, mon petit bureau qui est néanmoins très historique est constitué, vous voyez, de pièces très intéressantes, notamment cette grande table qui est ornée de marguerites, vous avez deviné,
hommage à Marguerite d'Angoulême, était autrefois le bureau des maires d'Angoulême. Et il a été restauré par les menuisiers de la ville et il est arrivé ici dans l'attente peut-être un jour de revenir à l'hôtel de ville. Avec vous, ça c'est ainsi. Non, non, je parle du mobilier. Ah, bon. Dans le cadre d'une restitution peu à l'identique peut-être de certains décors intérieurs, parce que l'hôtel de ville est classé monument historique. Donc voilà, un jour ils sont protégés ici. Vous en avez deux autres petits ici, qui étaient les bureaux des premiers maires d'Angoulême, aussi au XIXe siècle, qui ont été ici restitués. On a même une photo de Monsieur Mulac avec son gros téléphone lorsqu'il était maire d'Angoulême, qui a été donc conservé. Donc voilà, c'est des éléments de récupération, on va dire, du mobilier municipal. Et puis le drapeau de la ville n'est pas très loin ici du portrait du comte Jean, donc le grand-père de François Ier, sur lequel je travaille depuis 10 ans avant de publier sa biographie, j'espère assez prochainement. Et puis également quelques souvenirs offerts aux maires d'Angoulême, que les maires d'Angoulême ont déposés aux archives, qui sont ici conservés et qui servent régulièrement aussi pour des animations. Et une grande sculpture derrière votre siège. Une grande sculpture qui nous rappelle notre histoire antique. Voilà, c'est un de mes collègues qui avait réalisé cette sculpture antique il y a quelques années. Voilà. Et alors, par la fenêtre, on aperçoit la colline. On se croirait vraiment à la campagne ici. Oui, on aperçoit le bois de Saint-Martin. Effectivement, c'est assez bucolique. Et puis, les bureaux de mes collègues des services techniques, voilà, puisque c'est tout cet ensemble qui constituait autrefois l'usine Vélair, ce grand industriel, vous savez, d'Angoulême, qui, après avoir construit cette usine de câbles électriques ici, est allé au Havre et a bâti les tréfileries du Havre, qui ont fait sa fortune puisqu'il a commercé avec les États-Unis. Voilà, donc on est ici entre, vous voyez, l'histoire industrielle, au fond, et l'histoire administrative. Bien, avec un agenda qui trône et qui est bien rempli également sur votre bureau. Alors, maintenant, nous redescendons. Oui, maintenant. On a déjà atteint le plafond. Voilà, là, vous êtes ici au dernier étage. Maintenant, nous allons descendre donc, au sous-sol. Comme il y a une déclivité du terrain, il correspond à un rez-de-chaussée du côté de la cour. Et c'est là que travaillent mes autres collègues. Donc, Stine, Cécile, Sylvie, qui sont chargés à la fois des magasins, du suivi des archives et aussi de la médiation. Qu'est-ce que vous appelez magasin? Les magasins sont les réserves. Si vous voulez. En archive, on appelle ça magasin. Voilà. Mais je crois que tout le monde comprendra mieux si je dis réserve. Voilà. Non, mais c'est bien. Ça permet de vous rencontrer sur le jargon des archivistes. Voilà. Donc là, nous arrivons ici au rez-de-chaussée. Et je vais vous présenter donc mes collègues. Toujours des mobiliers municipaux qui vient à l'origine du cabinet du maire. On y reconnaît les marguerites, hommage toujours à la reine de Navarre, bien sûr, Marguerite d'Angoulême, mais aussi avec le blason de la ville, fleur de lys, la porte crénelée et la devise de la cité, Fortitudo mea civium fides, ce qui fait ma force, c'est la fidélité de mes citoyens. C'est magnifique. Une belle devise, très belle devise, effectivement. Alors voilà, là, enfin, on voit des gens. Dans le bureau de mes collègues, au rez-de-chaussée, un bureau très lumineux, un bureau de travail, vous voyez, puisqu'on est environné par des livres, par des boîtes d'archives, par des documents, par un certain nombre d'autres archives qui sont posées, qui vont être triées, et par des ordinateurs, puisqu'aujourd'hui, bien évidemment, nous passons beaucoup par d'outils informatiques, et notamment par un logiciel qui s'appelle Avenio, voilà, qui est notre logiciel d'archives. Et aujourd'hui, nous sommes même très, très occupés à travailler sur la dématérialisation des archives, puisque c'est le monde d'aujourd'hui, on passe du papier quelque part à la dématérialisation. Donc on assure en ce moment cette espèce de transition, de lien entre l'un et l'autre. Et c'est un des gros travaux sur lesquels Cécile, ma collègue Cécile, travaille ici. Je pense qu'elle va peut-être vous dire un petit mot. Elle va nous dire ce qu'elle fait, Cécile, parce que dématérialisation, on aurait l'impression de quelqu'un qu'on est en train de démembrer. Ça ne va pas du tout. Alors, je ne pense pas que ce soit ça. Bonjour, Cécile. Bonjour. Alors, merci de prendre un petit peu de votre temps pour nous expliquer ce que vous faites dans la dématérialisation. Alors, l'objectif, c'est effectivement pour des archives qui aujourd'hui sont issues pour la plupart de logiciels, de les protéger, parce que les archives doivent garder leur valeur juridique. Et donc, les archives ont besoin d'être conservées dans un espace de stockage sécurisé et qu'on puisse les retrouver aussi assez facilement. Donc, du papier, on passe à un fichier électronique et la conservation de ce fichier électronique pose des questions.
Voilà, sur le nommage du fichier, sur son format, sur combien de temps on le conserve. Donc on a un système d'archivage électronique qui nous aide, qu'il faut qu'on maîtrise et qui est là pour organiser les données. Alors, si on suit à la trace un document que vous allez sans doute scanner, je ne sais pas, je prends mon document papier et je le passe entre vos mains, qu'est-ce qui se passe pour lui? Ce qui va se passer pour lui, c'est qu'on va tout simplement vérifier s'il a bien été numérisé, s'il a bien été nommé. On va chercher combien de temps on le conserve, si on va le détruire ou si on va le conserver après cette durée d'utilisation administrative. Et puis, donc, on va lui appliquer tous ces paramètres. Et donc, une fois que tout ça, que ce délai sera passé, il sera à détruire ou à conserver dans un autre espace. Alors, qui décide la destruction ou le fait qu'on garde tel ou tel document? Alors, grâce bien sûr à un énorme travail des Archives de France, il y a beaucoup d'archivistes qui travaillent, qui se réunissent en groupe et qui rédigent des circulaires, des textes réglementaires pour définir le sort final en fait de chaque document produit par tous les services, toutes les compétences en fait des collectivités, que ce soit aussi bien une municipalité qu'un département ou qu'une région ou qu'un ministère. Voilà. Bien, écoutez, on vous remercie, on vous laisse travailler maintenant à cette dématérialisation. Je suppose, Florent, que si on veut chercher des documents d'archives, on peut aussi, merci, le faire à partir de son ordinateur ou pas? Bien sûr, vous pouvez aller sur votre site internet des archives municipales que vous trouverez sur le site du MAM sur internet et vous allez déjà pouvoir découvrir de très nombreuses archives numérisées et notamment l'état civil depuis le XVIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, mais également les registres des délibérations municipales que nous avons la chance de conserver ici depuis le XVe siècle. Donc on va dire que des années 1488 jusqu'au début du XXe siècle, vous avez en continu les décisions des élus de la ville d'Angoulême consultables sur le site internet. Donc ce sont des archives aujourd'hui. On a pu diffuser et on travaille ainsi avec une université américaine, où Madame Rothschild enseigne aujourd'hui à Harvard, et elle fait travailler ses élèves, justement, ses étudiants, sur ces archives numérisées. Donc c'est l'occasion à la fois, vous voyez, de préserver des archives pour éviter de trop les consulter, et en même temps de les offrir au monde, en quelque sorte, à la consultation. Donc c'est un champ totalement nouveau qui s'ouvre pour les archives, et qui est largement partagé par d'autres services. Alors on a encore beaucoup de travail à faire, tout n'est pas numérisé, loin de là, puisqu'on a quand même la chance d'avoir des fonds anciens de très grande qualité, mais c'est un début que nous allons poursuivre, et là encore, comme le souhaitent bien sûr nos élus. Un événement local peut se retrouver à la dimension du monde, finalement. Bien sûr, Et oui. tous les commentaires, enfin, tous les PV de conseils municipaux, depuis qu'il y a un conseil municipal sur Angoulême, sont gardés aux archives? Bien sûr, tout à fait. Et ce sont même des documents absolument uniques, puisqu'on ne les trouve nulle part ailleurs. Et on a la chance, comme je vous dis, de les posséder ici à partir du XVe siècle. Alors, on n'a pas les premiers, on n'a pas les premières décisions du XIIIe siècle, puisque le premier maire remonte à 1212. Vous voyez, la commune à 1204, le premier maire 1212. Donc on sait qu'il y avait une équipe municipale déjà dans les premières années du XIIIe siècle. On commence fin XVe, ce qui est déjà tout à fait honorable. Alors, d'une édification d'une tour à une époque à la fibre aujourd'hui, on peut faire toute l'histoire à travers ces archives. Oui, c'est ça qui est merveilleux. Le document, la source, va nous permettre de remonter, de raconter une histoire. Et c'est ce que je fais régulièrement avec mes collègues, bien sûr, de faire partager cette histoire en revenant aux sources écrites. Par exemple, l'exemple, c'est par exemple la visite de Louis XIV à Angoulême. Il a 11 ans et demi, en 1650. Nous avons le détail exact de cette visite, puisque le maire d'Angoulême avait justement noté sur les registres avec son greffier de la Maisée tous les discours qui ont été prononcés, ce qu'a fait le roi, ce qu'a dit le roi, ce qu'a répondu le maire, ce qu'a fait le maire. Voilà, ça ce sont des trésors. Vous savez, la loi aujourd'hui, la loi française reconnaît aux archives ce statut de trésor national. Donc nous avons en main des trésors.
et que nous partageons avec beaucoup de bonheur. Et alors, vous avez senti, en regardant ces textes, que les élus étaient impressionnés par Louis XIV ou simplement il y avait un bon rapport, comme on aurait aujourd'hui le président de la République qui vient nous voir, il y a un discours du maire, il y a un discours du président. Vous savez, c'était un chef d'État enfant, puisqu'il vous dit, il a 11 Oui, ans et demi. effectivement, il a 11 ans et demi. Et il arrive en pleine guerre, en pleine fronde, qui est une guerre intérieure, hein, avec le cardinal Mazarin, la grande mademoiselle Anne d'Autriche. Il y a une grande déférence, bien sûr, vis-à-vis du roi, qui va traverser la ville à pied, sous des trompes d'eau, ce qu'il n'a rarement fait ailleurs, puisqu'il a voulu remercier Angoulême de sa fidélité à la monarchie française. Donc il y a une reconnaissance des habitants vis-à-vis du roi, il y a un grand feu de joie, il y a beaucoup de décorations de maisons, il y a un arc de triomphe avec des buis, des nœuds qui a été réalisé place du Palais pour accueillir le carrosse royal. Donc c'est une fête, bien sûr, mais au cœur d'une révolution, une partie du territoire, à ce moment-là, ne répondait pas forcément à la cause monarchique, puisque c'était une crise politique majeure. Donc le roi venait quelque part reconquérir et voir si les villes lui étaient fidèles, et bien sûr en compagnie de son parrain, le cardinal Mazarin. Bon, très bien. Alors, les archives, aujourd'hui, on l'a vu, elles se fondent dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les métiers, si les gens qui nous écoutent sont intéressés par le métier d'archiviste ou ce qui tourne autour? Quand je dis tourne autour, ce n'est pas péjoratif, mais vous allez nous dire comment on fait, comment devient-on archiviste et comment peut-on travailler dans le milieu des archives, qu'elles soient municipales, départementales ou nationales. Alors c'est une question bien sûr qui intéresse beaucoup les jeunes, puisque nous recevons régulièrement ici, avec mes collègues, des enfants, des jeunes scolaires, collégiens, lycéens, qui s'intéressent au métier des archives. Alors on leur conseille bien sûr quelques filières. La première, on va dire la filière la plus noble, c'est l'école des chartes, donc qui généralement est obtenue sur concours après une prépa généralement, qui est une grande école et qui forme en grande partie les directeurs des services d'archives départementaux, qui sortent pour la plupart donc de l'école des chartes. La deuxième voie, bien sûr, ce sont des masters d'archives qui existent dans certaines universités et qui vous permettront ensuite aussi de passer des concours pour accéder à différents grades, assistants, attachés, conservateurs. Il y a des grades administratifs qui permettent après de diriger des services d'archives municipaux ou des services d'archives d'agglomération française. Alors quand on vous écoute, on sent que c'est très hiérarchisé. Oui, bien sûr, c'est l'administration. Donc vous avez plusieurs niveaux, catégorie C, catégorie B, catégorie A, voilà. Mais sachant qu'il y a toujours des ponts. Moi, j'ai connu des personnes qui étaient en C, qui sont passées en B, qui après qui sont passées en A. Voilà, donc tout est toujours possible s'il y a passion et s'il y a vraiment l'envie. Mais c'est vrai que c'est tout de même aujourd'hui un métier qui s'est beaucoup professionnalisé et qui demande des compétences variées, à la fois techniques, scientifiques, historiques. Mais tous ceux qui aiment ce métier, je pense, y arriveront un jour. Mais je suis toujours frappé de voir l'intérêt des jeunes pour cette mémoire et pour ces documents qui constituent un peu d'où nous venons, si vous voulez, un peu l'ADN un peu de l'âme française, l'âme d'Angoulême. Elle se trouve ici, hein, quand on voit tous ces registres, et je vais vous les montrer dans les magasins. Allons-y dans les impressionné par cette mémoire qui est conservée ici sur ces pages de papier. Bien, alors là, nous allons poursuivre et terminer l'émission d'ailleurs dans les magasins, parce qu'on va bientôt rendre l'antenne, mais voilà, on passe une porte. Entrons dans le sein des saints. Ah oui, ben voilà. Alors là j'ai l'impression d'être aux archives. Voilà, hein, ce sont les réserves, donc de les grands magasins rayonnages, de grands rayonnages métalliques, jusqu'au plafond, des milliers de boîtes. Nous avons à peu près 3 km linéaires d'archives ici, qui conservent donc ici la mémoire des enfants d'Angoulême, à la fois ceux qui ont été baptisés ici, qui se sont mariés, qui sont morts depuis la fin du XVIe siècle, depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts de François Ier, notre comte d'Angoulême, qui oblige les curés de paroisse à tenir ces registres de naissance. Ici, des listes électorales. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Ici, l'état civil qui suit, puisque la Révolution va laïciser l'état civil. Pour tous, oui, on passe une grande échelle, comme on l'imagine. Tous les fonds anciens, vous voyez, les archives municipales, les délibérations depuis 1488, tous les actes de la commune, la charte de 1373, dont nous avons ici la reproduction du XIVe siècle, l'autre est aux archives de France, les comptes de la sénéchaussée d'Angoulême, le plus ancien document des archives, 1349,
les registres mémoriaux des maires. On est là plongé dans l'histoire d'Angoulême, où est raconté les grands moments de son histoire, comme ici le livre d'or, signé de la main de chefs d'État, de grands artistes, de grands noms de la bande dessinée. Et puis bien sûr tous ces documents administratifs qui sont si riches, notamment avec ce fonds révolutionnaire. Ici on se promène dans ces kilomètres de rayonnage et vous trouvez ici tout ce qui fait la vie d'une ville. Bien sûr, ce sont son administration, ses bâtiments et nombreux bâtiments de la ville, tout à peu près ici, les églises, les mairies, les réquisitions, la gendarmerie. Oui, je vois déserteurs, surveillance des vétérans, je vois boulangerie, correspondance, état des récoltes, statistiques, ravitaillement civil, Vous avez mercurial, etc. etc. C'est incroyable. Et là, vous avez toute l'histoire des rues, des rues d'Angoulême, cette série qui est extrêmement riche, rue par rue. Vous pouvez retrouver tout ce qui s'est passé. Chemin du Terrier à la Madeleine, de Tivoli, Tour-Garnier, l'adduction d'eau, etc., etc. Voilà. Là, vous avez vraiment la mémoire d'Angoulême et tous les chercheurs qui viennent travailler ici nous demandent souvent une boîte pour avancer, mieux comprendre une histoire. Donc voilà, ce sont les sources ici. L'histoire, ça s'appuyait sur des sources. Je suis impressionné parce que juste à la lecture des petits panneaux écrits sur les boîtes, on fait déjà de l'histoire. On a déjà toute une idée de ce qu'il peut y avoir ici. Donc ici, vous retrouvez la suite des délibérations municipales avec ces grands livres reliés de métal et de cuir. Ici, les premiers budgets municipaux qui remontent à l'époque révolutionnaire, qui se sont développés, que nous avons reconditionnés dans des boîtes et des cartons neutres, c'est-à-dire sans acidité, comme on le fait pour beaucoup d'archives. On a un gros budget chaque année aussi pour la conservation préventive, pour apporter une meilleure conservation à beaucoup de ces documents, pour qu'ils traversent encore plus l'histoire. Nous sommes là, un maillon pour transférer au siècle futur, conservateur futur, je dirais, ce patrimoine d'une richesse exceptionnelle. Mais cher Florent Gaillard, vous êtes un passeur d'histoire, aussi bien à travers l'écriture, l'image, le son. Et toutes les conférences que vous donnez avec vos collègues, évidemment, sans parler de vos amis historiens qui nous nourrissent également de nombreuses conférences à travers la ville et au-delà. Alors, voilà, on continue dans les rangées. Alors, il ne faut pas être trop épais. Alors, est-ce qu'on passe sous l'échelle, sur l'échelle, à côté de l'échelle? Voilà, il va falloir que je fasse un régime, n'est-ce pas? Voilà, hop, ça y est, on est passé. Là, nous conservons aussi des affiches. On a à peu près 10 000 affiches depuis le XVIIe siècle. La presse n'existait pas ou était embryonnaire à l'époque, donc les nouvelles étaient placardées sur les murs et la ville en conservait un exemplaire. Donc on peut raconter l'histoire politique, sociale, économique de la France et d'Angoulême par l'intermédiaire de ces affiches que nous conservons ici. Alors nous qui sommes dans une ville de l'image, ça doit beaucoup intéresser certains, dessinateurs ou autres, puisqu'on n'a pas que de l'écrit, on a aussi de l'image. Bien sûr, nous avons beaucoup d'images parce que les archives conservent à peu près une centaine de milliers de négatifs photographiques qui ont été réalisés de la vie municipale d'Angoulême, mais aussi des centaines, on va dire, de documents iconographiques qui comprennent des cartes postales, des plans, des dessins. C'est un fonds aussi très riche que nous exploitons pour faire vivre cette histoire. Et elle accompagne le document papier ou le parchemin. Voilà, donc les trésors de la ville d'Angoulême sont multiples. Ils ont été préservés. Ça qui est extraordinaire, c'est qu'au-delà, vous voyez, de toutes ces guerres, de toutes ces famines, de toutes ces révoltes, de tous ces bombardements, de tous ces changements, eh bien, cette mémoire a traversé les siècles. Et c'est un immense honneur pour nous de pouvoir aujourd'hui les faire vivre, les restaurer et les transmettre. Alors j'allais dire avant de terminer, tout ça est protégé quand même, parce que vous parlez que ça a traversé l'histoire, c'est toujours là, ça veut dire que ça a toujours été protégé, de la petite armoire jusqu'à ces grands locaux. Toujours. Nous essayons d'améliorer constamment la conservation de ces lieux par différentes méthodes en suivant les préconisations, bien sûr, des Archives de France. Merci de nous avoir ouvert les portes des archives qui vous sont, à vous aussi, auditeurs, auditrices, ouverts largement. Vous allez sur le net, vous prenez le petit bulletin et puis vous saurez tout et puis vous serez très très bien accueillis. Merci Florent Gaillard de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Michel. Au revoir et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.